Économie le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, la suite et la fin d'un feuilleton électoral comme il n'y en a sans doute jamais eu dans l'histoire de la démocratie. L'Inde saura vendredi qui prendra les rênes du pouvoir. 814 millions d'électeurs, 70% de participation et des défis comme le redressement de la croissance, la lutte contre la corruption. Jean-Joseph Boyau, économiste au CEPI, sera avec nous dans un instant. Et puis c'est un métier, une spécialité dont les racines remontent à de nombreux siècles. Le sari, vêtement traditionnel indien, emblème culturel et toujours tissé manuellement. Mais à Bénarès, la survie de cette industrie ne tient aujourd'hui qu'à quelques fils, découvertes dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Auparavant, le point comme chaque jour sur l'essentiel de l'actualité économique du jour, avec un feuilleton judiciaire à la une fois n'est pas coutume, en Israël sur fond de scandale de corruption. Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre, a été condamné ce matin à Tel Aviv à 6 ans de prison ferme, assorti d'une amende d'1 million de shekels, 210 000 euros. Au cœur de l'affaire, un projet immobilier à Jérusalem. Le 31 mars, Ehud Olmert avait été reconnu coupable d'avoir touché de l'argent en échange de ses décisions. L'ambiance était tendue tout à l'heure au tribunal. Le tribunal a parlé aujourd'hui, ces mots doivent être lus et intégrés. Celui qui reçoit des pots de vin et celui qui donne des pots de vin est corrompu. Et celui qui est corrompu, son sort est réglé. L'emprisonnement pour une longue période. Il n'a pas pris de pot de vin, il n'a pas reçu de pot de vin. Et il se voit et se sent toujours innocent. Il viendra avec nous faire appel à la Cour suprême. Voilà, et nous reviendrons sur cette information en fin d'édition dans la revue de presse. Autre dossier, la crise ukrainienne. L'Union européenne a timidement étendu hier ses sanctions contre la Russie. Après les référendums séparatistes dans l'est de l'Ukraine, 2 sociétés criméennes d'hydrocarbures ont été ajoutées par Bruxelles sur une liste noire qui comprend déjà 13 personnalités russes. L'Europe, on le voit encore, moins ferme que Washington envers Moscou. Une forte dépendance énergétique et des liens financiers étroits expliquent cette posture. La France va ainsi honorer un contrat de vente à la Russie, 2 navires porte-hélicoptères Mistral pour 1,2 milliard d'euros. L'Asie à présent et les chiffres de la production industrielle en Chine. Alors elle progresse, mais moins que prévu, plus 8,7% sur un an au mois d'avril, contre une attente de 8,9%. Les ventes au détail font un bond de 11,9% pour la même période. Là encore, on s'attendait à plus 12,2%. Et puis la croissance des investissements en capital fixe ralentit sensiblement, plus 17,3% en glissement annuel sur les 4 premiers mois de l'année. L'an dernier, à la même époque, Pékin affichait un score de plus 20,6%. Et à propos de la Chine, rencontre au sommet hier à Pékin entre le secrétaire américain au Trésor Jack Lew et le vice-premier ministre chinois Wang Yang. Le message de Washington, la Chine doit faire preuve de davantage de transparence et d'ouverture au marché pour sa politique de taux de change. Pour les États-Unis, le yuan chinois est volontairement sous-évalué pour doper les exportations. Conformément aux engagements du G20, il est important que la Chine passe à un taux de change davantage déterminé par le marché. Cela équilibrera la croissance depuis l'intérieur, mais aussi le commerce mondial, avec plus de transparence sur la politique des taux de change. Il faut une ouverture du marché chinois aux investissements étrangers qui garantissent des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises, avec la protection contre le vol de secrets commerciaux. Autre rencontre à Washington, cette fois, Barack Obama recevait hier à la Maison-Blanche son homologue uruguayen, José Mujica. Au cœur des discussions, le combat de l'Uruguay contre Philip Morris. Montevideo a très fortement durci ses lois anti-tabac. Philip Morris, géant du secteur, réclame aux autorités du pays 25 millions de dollars pour les pertes occasionnées. Philip Morris, dont le chiffre d'affaires annuel, 77 milliards de dollars, est supérieur au PIB de l'Uruguay, 50 milliards. Monsieur le Président, je suis un vieux fumeur, mais chaque année dans le monde, 8 millions de personnes meurent du tabagisme. C'est un crime. Nous menons un combat très difficile et nous devons lutter contre des intérêts très forts. Les gouvernements ne devraient pas être impliqués dans des litiges privés. Mais ici, nous parlons d'un combat pour la vie. Et puis un mot d'une possible affaire à 50 milliards de dollars. C'est la somme qu'est prêt à mettre AT&T, le plus grand fournisseur en télécom des États-Unis, pour acquérir DirecTV, un opérateur de télévision par satellite dont le marché est proche de la saturation. Une affaire à suivre.
C'est dans plus de 900 000 bureaux de vote que les 814 millions d'électeurs indiens se seront succédés un mois durant. Des chiffres jamais vus dans une démocratie. Doit-on s'attendre à l'alternance après 10 années de domination du Parti du Congrès? Oui, à en croire les sondages, car si le ralentissement de la croissance et les 10% d'inflation inquiètent les observateurs, c'est bien la lutte contre la corruption qui est devenue pour la population une priorité. Johanna Citruc. Le marathon électoral s'achève en Inde. Des législatives de plus d'un mois marquées par 3 candidats. Narendra Modi, le chef du BJP, le parti nationaliste hindou. Rahul Gandhi, fils d'ancien Premier ministre à la tête du parti du Congrès. Et Arvind Kejriwal, le chef du parti de l'homme ordinaire. Arvind Kejriwal est une personne très authentique, un leader authentique. Il est un produit de la conscience collective qui a grandi dans ce pays et qui a vécu 65 années de sentiments refoulés contre la corruption au sommet de l'État. Arvind Kejriwal est un ancien fonctionnaire des impôts de 44 ans. Son parti est né du mouvement contre la corruption qui a déferlé sur l'Inde il y a un peu plus de 2 ans. Depuis, il a fait de la lutte anti-corruption sa priorité. Le parti de l'homme ordinaire a été créé à partir de la plus grande révolution contre la corruption dans ce pays. Une révolution née avec le rêve d'une Inde libre. Problème, élu ministre en chef de l'État de Delhi, Kejriwal démissionne après seulement 49 jours au pouvoir. En cause, selon lui, le refus des 2 autres grands partis de créer une commission anticorruption. Mais pour certains, l'homme a simplement abandonné. Il fuit ses responsabilités. Il a été un bureaucrate, il a été beaucoup de choses, mais en tant que politicien, il a échoué parce qu'en même pas 50 jours, il a fui la gravité de la situation administrative. D'après les instituts de sondage, c'est Modi et son parti nationaliste hindou qui est donné vainqueur. Les résultats seront connus vendredi 16 mai. Mais quelle que soit l'issue du scrutin, le parti gagnant aura de nombreux défis économiques à relever. La croissance est tombée à 4,6%, son plus bas niveau de la décennie. L'inflation a dépassé les 10% en 2013 et le déficit courant est supérieur à 60 milliards de dollars, un peu plus de 44 milliards d'euros. Voilà, quelques voyants dans le rouge tout de même pour une Inde, 10e PIB mondial, 4e si l'on se base sur la parité de pouvoir d'achat. Alors quelle perspective après ce scrutin hors norme? Nous sommes en ligne avec l'économiste Jean-Jacques Boyau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes conseiller du club au CEPI, spécialiste des grandes économies émergentes et vous venez de publier aux éditions First l'Inde pour les nuls, on voit la couverture. Alors d'abord, le contexte économique, où en est l'Inde d'après vous? C'est toujours une vraie puissance en devenir ou bien le ralentissement de ces derniers mois prouve que ça reste une économie très vulnérable à la conjoncture mondiale et plus que la Chine par exemple? Écoutez, mon sentiment est qu'on ne peut aujourd'hui ignorer un pays qui, comme vous l'avez dit, est au 3e ou 4e mondial, mesuré en parité de pouvoir d'achat, et qui, malgré tout, au point bas de son cycle économique, continue de faire du 4 ou 5% de croissance. Maintenant, il y a 2 défis que doit relever le nouveau gouvernement sur le plan économique. Un premier qui est le défi conjoncturel. Comme vous l'avez dit, il y a une inflation qui reste quand même assez forte, aux alentours de 10%, et donc qui peut très bien chahuter à nouveau la roupie. Et ensuite, il y a les 2 déficits, d'une part budgétaire et d'autre part le déficit de la balance des paiements extérieurs. Donc là, il faut redémarrer la machine et faire face donc à ces défis conjoncturels. La difficulté, quel que soit le vainqueur ou plus exactement la coalition qui va être aux affaires, c'est de faire redémarrer l'Inde dans la phase post-globalisation. Car l'Inde avait connu une croissance exceptionnelle aux alentours de 10% par an lorsque le monde entier connaissait cette infusion de liquidités sur les marchés émergents. On n'est plus dans ce contexte-là. Et pour faire redémarrer la machine, le débat politique des élections a montré qu'on avait d'une part la voie dite
de Narendra Modi, le modèle du Gujarat, basé sur de grandes industries, à qui le gouvernement pro-business fait beaucoup de facilité, ou bien on a une autre Inde qui était plus social-démocrate avec le Parti du Congrès, ou qui est plus gandhienne avec le Aam Admi Party, et il faut donc que l'Inde retrouve entre ces deux voies un véritable consensus, sinon elle risque évidemment de ne pas redémarrer, car pour redémarrer, il faut de la confiance. Alors justement, au final, ces élections vont sans doute voir émerger le nationaliste Narendra Modi, on l'a vu, il pourrait devenir Premier ministre et il arrive avec une vraie réussite économique, celle de l'État du Gujarat qui est devenu très prospère sous sa direction. C'est rassurant pour les marchés ? Rapidement. Je suis un peu surpris de la façon dont les marchés se comportent de façon manifestement quand même très spéculative, puisque le Sensex atteint un niveau sans précédent et je pense qu'il y aura des prises de bénéfices, car dans la réalité, le modèle dit du Gujarat est un modèle, comme je vous l'ai dit, qui ne fait pas consensus. Et donc la difficulté, je pense qu'il y arrivera éventuellement, si le Premier ministre de Narendra Modi va être de composer avec des régions qui sont en fait des États gigantesques. Vous voyez, l'Uttar Pradesh, 200 millions, le sud Tamil Nadu, 90 millions, et beaucoup d'États qui n'ont pas voté pour lui. Et les États ont la responsabilité, dans les faits, de la mise en œuvre des grands travaux, par exemple d'infrastructures ou d'assainissement, des électricités board qui sont aujourd'hui sous les dettes. Merci Jean-Jacques Boyot d'avoir répondu à nos questions. Une victoire historique qui se dessine en tout cas pour les nationalistes du BJP. Et on reste en Inde pour une découverte, celle d'une industrie millénaire peut-être. À Bénarès, c'est au nord-est du pays, le sari, un vêtement traditionnel, symbole d'élégance, est toujours confectionné manuellement par des tisserands. Mais ils font face à la dure concurrence des usines et à des impératifs de rentabilité inconnus il y a encore quelques années. Leur survie est un enjeu culturel, économique et aussi électoral. Reportage. Un fil à la fois, Sardar perpétue une tradition familiale vieille de plusieurs siècles. Depuis 40 ans, il tisse à la main la soie fine qui fait la réputation de la ville sainte de Bénarès en Inde. Mais il craint que son métier ne disparaisse. Seuls des gens comme moi perpétuent ce métier. Ce n'est plus rentable. Il n'y a pas de marché pour notre produit, donc ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Le gouvernement ne fait rien pour nous aider, alors les tisserands changent de métier. En 10 ans, le nombre de métiers à tisser manuels dans la ville a été divisé par 2. Ceux qui travaillent dans des usines peuvent gagner plus du double du revenu d'un tisserand traditionnel car ils produisent davantage. Cette boutique de sari propose de plus en plus d'habits fabriqués à la machine et donc moins chers. Mais cette mère et sa fille, venues acheter un sari pour un mariage, ne veulent que la meilleure qualité. La soie tissée à la main fait partie de notre culture. Nous en portons pour les mariages et autres événements festifs. Ces saris traditionnels jouent un rôle très important dans les mariages. Nous les achetons pour les offrir à nos filles et à nos belles-filles. Les tisserands placent beaucoup d'espoir dans les élections législatives indiennes qui pourraient représenter un tournant pour le secteur. Le chef de l'opposition, Narendra Modi, qui brigue cette circonscription, s'est engagé à les aider à améliorer les infrastructures de base pour qu'ils puissent augmenter leur production. Quand ces problèmes seront résolus, nous pourrons nous concentrer davantage sur nos produits, au lieu de nous préoccuper de choses aussi élémentaires que le manque d'électricité, de routes et d'infrastructures adaptées. La légende veut que Bouddha lui-même ait été enveloppé à sa mort dans un brocart de soie brodé à la main ici à Bénarès. Aujourd'hui, avec la concurrence qui grandit dans les autres États indiens et en Chine, la survie de cet art ne tient plus qu'à un fil. Les tisserands ont soif de changement et espèrent que leur soie célèbre continuera de séduire les générations à venir. Un joli savoir-faire. Et c'est l'heure du Media Watch. La revue des médias. Et on va revenir sur ce procès retentissant et qui se veut exemplaire, la justice israélienne qui condamne l'ancien chef du gouvernement Ehud Olmert. Alors on va revenir sur les origines de l'affaire avec vous, Johanna Sitruk, bonjour. Bonjour David. Alors 6 ans de prison, vous revenez sur les faits qui lui sont reprochés.
Oui, en fait, quand Olmert était maire de Jérusalem entre 1993 et 2003, il aurait aidé les développeurs du projet Holy Land Park. Alors aujourd'hui, Holy Land Park, c'est un immense complexe immobilier composé de 5 gros immeubles, 1000 appartements. Un complexe qui d'ailleurs ne fait pas l'unanimité auprès des Israéliens puisqu'ils considèrent qu'il défigure Jérusalem. Mais le vrai problème, c'est pas vraiment du côté de l'architecture, c'est qu'en échange de cette aide, il aurait reçu des pots de vin, touché des pots de vin 500 000 shekels au nom de son frère et 60 000 shekels pour couvrir des dépenses personnelles. Ça fait en tout 560 000 shekels, donc près de 118 000 euros. Alors Ehud Olmert n'est pas le seul impliqué dans ce scandale. Qu'en est-il des autres? Oui, évidemment, il y a d'autres responsables. Par exemple, il y a Hillel Cherney et Avigdor Kellner qui sont à l'origine du projet Holy Land Park et qui ont été condamnés respectivement à 3 ans et demi et 3 ans de prison. Et le verdict n'est pas tombé pour tout le monde, notamment pour Uri Lupoliansky, qui est le successeur d'Olmert à la mairie de Jérusalem et qui est lui aussi accusé d'avoir touché des pots de vin, 3 millions de shekels, plus de 630 000 euros. Et la justice devrait se prononcer sur son cas d'ici le 9 juin prochain. Donc une affaire qui touche au sommet de l'État, et Israël est pourtant bien classé au niveau de la lutte anticorruption. Oui, on se rend compte grâce à l'indice de perception de la corruption qui classe en fait les pays en fonction du degré de corruption perçu à la fois dans les administrations publiques et la classe politique. Et Israël est 36e, c'est mieux que la France 22e ou encore, et c'est moins bien que la France 22e ou mieux que l'Inde qui est 94e. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie de Mag revient demain sur i24 News. Le Centrafrique et l'Indonésie notamment seront au programme. Restez avec nous, l'info continue.